Madame, Monsieur, bonsoir. Prière de nous excuser pour ces débuts tardifs de l'édition 20h de ce soir, indépendamment de notre volonté. Nous allons débuter cette édition avec des propos présidentiels à la une. J'avais prévu de faire ici un plaidoyer pour de sanctions. Je préfère le suspendre pour le moment en attendant d'avoir la réponse du président rwandais. Le président de la RDC a lancé à son homologue rwandais un appel à une paix brave. Félix Tshisekedi l'a dit, c'est jeudi à Bruxelles à la deuxième édition du Global Gate Forum. On l'écoute. Je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du... Hier, à sa descente d'avion à l'aéroport militaire de Bruxelles, le garant de la nation a été accueilli chaleureusement par les officiels congolais, aussi par une forte délégation de Congolais vivant en Belgique. Bruxelles, capitale de l'Europe, accueille du 9 au 10 octobre 2025 le Global Gateway Forum, un rendez-vous international pour renforcer la connectivité, l'énergie, le numérique, la santé et l'éducation. Des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'institutions financières multilatérales et des dirigeants du secteur privé séjournent dans la capitale belge pour participer à ce grand événement. Un événement qui verra la participation de la République démocratique du Congo représentée à son plus haut niveau. Arrivé à Bruxelles ce mercredi en fin d'après-midi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été chaleureusement accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur de la RDC près le Royaume de Belgique et le comité d'accueil restreint rangé sur le tarmac. Accueil chaleureux des officiels, mais aussi de la diaspora congolaise vivant à Bruxelles, amassée au sortir des installations aéroportuaires. Un accueil délirant pour témoigner aux premiers citoyens du pays, un soutien pour ses efforts inlassables pour un meilleur avenir de la RDC. Pour le Global Gateway Forum, Félix Tshisekedi devra prendre la parole devant des dirigeants mondiaux présents à ses assises. Et en marge de ces rendez-vous, plusieurs activités et rencontres avec des autorités belges et d'autres personnalités présentes dans la capitale belge sont prévues dans l'agenda du chef de l'État. Lancé par l'Union européenne, ce Global Gateway Forum se fixe pour objectif
mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissements publics et privés d'ici à 2027 pour construire des liens durables, fiables et au service des citoyens de la planète. Au pays, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé au nom du président Félix Tshisekedi le travaux de la première édition du Forum national de droits de l'homme. On fait le point dans ces reportages signés Emmanuela, commissaire chez Mandondo Pompomba et Joe Patrick Coco. Un premier forum pour tourner la page des blessures. Ce jeudi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert au nom du président de la République le tout premier Forum national des droits humains. Une initiative inédite en RDC censée marquer un tournant dans la construction d'un État respectueux des droits fondamentaux. La chef du gouvernement a présenté ce forum comme une plateforme d'action allant au-delà du simple dialogue, un espace de construction collective en faveur d'une paix durable. Ce forum n'est pas seulement un espace de dialogue, mais c'est aussi une plateforme d'action, de sensibilisation et de responsabilisation essentielle pour faire avancer notre pays sur la voie du respect universel des droits de l'homme. En cette occasion, qu'il me soit permis de souligner que la protection et la promotion des droits humains sont au cœur de notre vision de développement et de cohésion nationale. Elles constituent le socle sur lequel repose notre aspiration à bâtir une République forte, respectée et digne de ses engagements internationaux. De son côté, le ministre des Droits humains, Samuel Bemba, y voit le début d'une nouvelle synergie entre l'État et la société civile autour d'un objectif commun, inscrire les droits humains au cœur de l'avenir congolais. Nous devons donc, à partir de ces travaux, fédérer nos énergies, nos intelligences, les données que chacun a pour que, ensemble, nous puissions à la fois concrétiser la justice transitionnelle en faveur des victimes de la République démocratique du Congo qui n'attendent plus que reconnaissance et réparation. Avec ce forum, le gouvernement réaffirme sa volonté de bâtir une société plus juste, respectueuse des droits de chaque citoyen et de renforcer l'image de la RDC comme un véritable état de droit. Posons à présent cette question. Pourquoi, malgré la baisse du taux de dollar sur le marché de change, le prix de certains produits ne baisse pas? Et l'élément de réponse dans ces explications du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Génie Dada Chabani. L'appréciation du franc congolais a l'incidence sur les paniers de la ménagère. L'embellie de cette monnaie nationale devrait en principe avoir comme effet d'entraînement la baisse des prix des biens et services. Pourtant, certains opérateurs économiques ne sont pas prêts à baisser leurs prix des biens et services. Cette résistance est un fait économique expliqué par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso. Le contrôle de prix sur le marché n'est pas l'apanage ou bien le rôle de la Banque centrale. Mais effectivement, à partir du moment où nous avons une économie qui importe l'essentiel des biens qui sont consommés et que l'importation de ces produits se font dans la devise étrangère, en l'occurrence le dollar, nous devons automatiquement constater une baisse des prix. Quelques biens sur le marché commencent à baisser. En économie, il y a toujours ce qu'on appelle la rigidité des prix à la baisse. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas encore bien compris pourquoi est-ce que le franc congolais s'apprécie par rapport au dollar, on a peur de prendre le risque. Parce que comme il y a des prophètes de malheur qui peuvent dire « Ah non, attention, ça va augmenter ». Donc, on a tendance d'abord à observer pour voir si il y a cette tendance est une tendance lourde et que nous allons aller vraiment dans la baisse constatée de manière durable du dollar.
avant de pouvoir réagir. Et c'est ça qui explique parfois que les gens disent « mais dollar equity, mais mais non, les petits commerçants ne sont pas fous. On appelle ça l'effet retard et on appelle ça aussi la gestion de stock. Nous devrons aussi communiquer de manière à faire comprendre les notions élémentaires de finance à notre population pour les aider à pouvoir épargner, pour les aider à pouvoir investir, pour les aider à pouvoir faire du commerce. De revendications de médecins présentées au vice-premier ministre du budget Adolphe Muzitu, les explications dans ces reportages signés Anita Lomba. Dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzitu, poursuit ses consultations avec les partenaires sociaux afin d'apporter des réponses concrètes à leurs revendications longtemps restées en suspens. Ce mercredi 8 octobre, Adolphe Muzitu, accompagné du vice-ministre du budget Élisée Bokoumana, a reçu en audience une délégation du syndicat national des médecins. Cette rencontre intervient au lendemain de celle tenue avec les syndicalistes du ministère de la formation professionnelle et le collectif des anciens députés provinciaux. À l'issue de l'entretien, le secrétaire général du SINAMED, Dr John Senga, s'est dit satisfait de cette reprise du dialogue avec le vice-premier ministre du budget. On a profité pour présenter quelques problèmes qui sont urgents à résoudre, notamment en ce qui concerne la consolidation de notre rémunération, c'est-à-dire que les médecins qui sont payés en paie complémentaire doivent pouvoir plutôt apparaître sur l'état liquidatif ordinaire et être payés régulièrement que d'attendre les 3 mois que ça fait pour qu'ils soient rémunérés. Nous en avons aussi profité pour parler des problèmes de la rémunération du personnel de santé en général et particulièrement celle des médecins. Cet engagement d'Adolphe Muzitu à répondre de manière progressive aux revendications des différentes catégories socio-professionnelles témoigne de sa volonté d'apaiser le climat social conformément aux orientations de la première ministre Judith Suminwa, une démarche qui vise à renforcer également la stabilité nécessaire pour relever les nombreux défis économiques et sociaux du pays. Un paiement régulier et rapide aux agents et fonctionnaires de l'État, le vice-premier ministre de la fonction publique balise déjà le chemin. Avec le banque commerciale chargé de la paie, Jean-Pierre Liaou a échangé avec le responsable des institutions bancaires, Cédric Enina, Moké Maluma et Nadine Kilocho. Une innovation significative en cours dans la réforme de la gestion salariale des agents publics de l'État. Il s'agit de l'instauration de l'automatisation de la paie des fonctionnaires de l'État par les banques commerciales mobilisées dans la paie des fonctionnaires de l'État avec comme objectif assurer le paiement régulier, rapide et sans retard à date fixe. Cette annonce a été faite lors d'une séance de travail présidée ce mercredi par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, avec les responsables des banques partenaires de l'État. Un point essentiel qui a été souligné, c'est de voir dans quelle mesure, à une certaine période du mois, qu'il pleuve ou qu'il vente, que le fonctionnaire soit automatiquement crédité dans son compte. Et le reste, ça pourra se discuter entre le gouvernement et le secteur bancaire dans la couverture des avances qu'on aurait fait vis-à-vis des bénéficiaires. Il y a aussi l'amélioration de l'identification de ceux-là qui bénéficient des apports de l'État en termes de salaire. On nous a présenté une belle plateforme que nous accueillons en tout cas avec beaucoup de joie. Ça nous permet à chaque fois que nous avons un fonctionnaire qui vient toucher son salaire, de permettre de pouvoir l'identifier très rapidement afin d'éviter des erreurs pour que ceux-là à qui les salaires est dû, que ce soit ceux-là qui soient payés. Autre proposition majeure discutée, le paiement anticipé des frais de retraite par les banques en attendant le décaissement officiel du gouvernement. Cette mesure vise à fluidifier la mise à la retraite des fonctionnaires dans le respect de leurs... L'idée, c'est de voir dans quelle mesure la banque peut couvrir cette retraite ponctuelle et après, on pourra nous mettre avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure nous pouvons être couverts. Donc, il s'agit très simplement de faire des avances au gouvernement pour pouvoir payer de façon ponctuelle toute la retraite qui est due aux différents fonctionnaires qui sont éligibles. Et nous, par après, nous pourrons travailler avec le gouvernement pour pouvoir nous couvrir. Ces réformes traduisent la volonté du gouvernement de moderniser l'administration publique et d'améliorer concrètement les conditions socio-professionnelles des agents publics de l'État. On change carrément de registre. Lutte contre la fraude minière. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a présidé c'est jeudi une séance de travail à ces sujets plutôt, le compte rendu avec Bobo Anne Mokonzi.
Après analyse du rapport détaillé de la mission d'inspection effectuée par la Commission de lutte contre la fraude minière dans la province du Lualaba, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekmen Chabani, annonce des mesures urgentes. Ces rapports résument le travail effectué par les inspecteurs sur le terrain. Ils ont vérifié notamment la présence régulière des hommes en uniforme et les ressortissants étrangers sur les sites miniers. Ils se sont aussi assurés de l'exploitation du cobalt et de la sécurité des exploitations des entités minières. Et ça fait suite aux deux instructions que le chef de l'État, le président de la République, a données au cours du dernier Conseil des ministres à leurs excellences en rapport avec les différentes plaintes déposées par les sociétés minières, où on en était avec l'envahissement et où on était avec où nous en sommes, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour la récompense. Cette action illustre la volonté du gouvernement congolais, celle de renforcer la sécurité dans les sites d'exploitation minière afin de mieux contrôler et protéger les ressources naturelles du pays. Dans l'actualité également, le tarif des opérateurs de postes et télécommunications sont passés à une réduction de plus de 10%, situation qui fait suite à la baisse du dollar sur le marché d'échange. Le ministre de Postes et Télécommunications, José Panda, a présidé une réunion de travail où il a donné 2 instructions claires. Le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Panda Kabangou, a réuni en son cabinet de travail les opérateurs du secteur des télécommunications. Ces derniers ont reçu des orientations auprès de la tutelle afin de se conformer à la situation économique du moment, caractérisée par le raffermissement du franc congolais qui doit avoir comme conséquence la baisse des prix des produits. Le collectif des opérateurs des postes et télécommunications a rassuré le patron du secteur de leur accompagnement pour que les effets puissent se faire sentir au niveau des clients et des consommateurs. Nous évoluons dans un écosystème et nous avons des partenaires autour de nous qui agissent sur le mouvement des taux de change. Il s'agit bien entendu de la Banque centrale et des banques commerciales, chez qui nous nous approvisionnons en devises et autres. Nous saluons l'approche de notre ministre qui a bien voulu nous réunir afin de passer le message. Le secteur télécom accompagne et apprécie les changements et le mouvement qui se passe dans notre économie et nous apprécions à sa juste valeur le changement des taux de change. Nos tarifs sont passés à une réduction et en début de semaine après évaluation, nous allons aviser et appliquer des tarifs qui vont refléter l'évolution actuelle du taux d'échange sur le marché. À noter qu'une revue hebdomadaire sera faite afin d'accompagner le mouvement du taux du dollar, assurance faite par les opérateurs du secteur après échange avec le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Panda Kabangou. D'un titre à un autre, tous les acteurs de la société civile réunis dans le cadre du dialogue multi-acteurs sur le couloir vers Kivu sont unanimes. Le projet doit être réalisé avec la participation de populations locales. La ministre en charge de l'environnement a donné l'approche gouvernementale. Edith Chala. C'est un dialogue multi-acteurs qui met en présence les institutions publiques, partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile. Au cours de celui-ci, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, professeur Marie Nyangendambo, a souligné l'importance d'intégrer la gouvernance inclusive dans le projet du couloir vert Kivu-Kinshasa. Pour que ce couloir vert devienne opérationnel, le décret le créant prévoit l'élaboration d'un plan de gestion et d'autres instruments de gouvernance. Cela contribuerait à garantir une mise en œuvre plus juste, plus équitable, responsable, transparente, efficace et alignée avec les principes de bonne gouvernance et de développement durable, inclusif et participatif. La ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangendambo, a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes transparents de reddition des comptes et de résolution des conflits fonciers. Les couloirs verts doivent reposer simultanément sur 3 principes non négligeables et non négociables: conservation, justice sociale et développement durable. Les différents acteurs présents à ce dialogue
ont mentionné la nécessité d'identifier les contributions spécifiques dans le suivi et le monitoring afin d'assurer la redevabilité de l'approche et contribuer à l'élaboration des outils de bonne pratique. Et la deuxième journée de la 10e édition de l'Expo Béton a été consacrée à des panels économiques et structurants. Le décideur et responsable de régie financière estime que la RDC est capable de mobiliser 100 milliards de dollars pour rebâtir le pays de Lumumba. Yolande Foka. Comment mobiliser les financements et coordonner les flux financiers multilatéraux? C'est à cette principale interrogation que les panélistes ont tenté de répondre à cette deuxième journée d'Expo Béton. Les responsables de régie financière estiment qu'avec l'impôt, l'État congolais peut mobiliser 100 milliards de dollars américains. Le rôle de la BGI, c'est de donner les moyens au gouvernement pour faire développer les pays. Générer les recettes, c'est notre cheval de bataille. C'est nous, peuple congolais, qui donnons l'argent au gouvernement pour que à son tour puisse appliquer sa politique. Cet argent-là vient de nous. En payant nos impôts, nous donnons au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Vous voyez les écoles, vous voyez les hôpitaux, vous voyez la paye des militaires, des policiers et consorts. Cet argent-là vient des impôts. Je vous ai dit ici l'importance de l'impôt. Tout ce que vous voyez là, aujourd'hui, l'ADC c'est un chantier, Kinshasa c'est un chantier. Mais cet argent vient d'où? Ça vient des impôts. Et qui génère les impôts? C'est nous, les filles. Expo Béton est un cadre où sont pensées de grandes orientations de la reconstruction et du développement du pays. Le porte-parole du gouvernement était face à la presse nationale qu'internationale dans le cadre d'un briefing presse hier au studio Maman Guébé de la RTNC. Cohérence stratégique de la RDC dans le processus de Washington était au centre de sa communication. Jacques Abobam Koumena Sedouga. Cohérence stratégique de la République démocratique du Congo dans les processus de Washington, la paix comme préalable à l'intégration économique régionale, thème du briefing spécial presse. Le ministre de la Communication et Médias a d'abord rappelé la présence du chef de l'État à la dernière Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York où la RDC a été valablement représentée. Le ministre Patrick Mouyaka a également expliqué pourquoi le gouvernement congolais n'a pas signé le document devant consacrer la naissance des cadres d'intégration économique régionale. À l'encoin, Kinshasa a estimé que les conditions de paix n'étaient pas encore réunis sur le terrain pour permettre la conclusion d'un tel accord. Il a précisé que cette position ne remet pas en cause le travail déjà accompli par les experts congolais. À Washington, la semaine dernière, notre délégation n'a pas signé les documents qui devaient donner naissance au cadre d'intégration économique régionale parce que simplement, nous avons estimé que les conditions de paix n'étaient pas réunies sur le terrain pour permettre que nous puissions passer à l'accord économique. Notre position, elle est restée cohérente. Le président de la République, à plus d'une fois, a dit qu'on ne pourra parler de paix, d'économie ou d'intégration que lorsque nous aurons la paix restaurée et une paix que nous souhaitons définitive et durable. Dans un autre chapitre, répondant aux questions des journalistes, le porte-parole du gouvernement a encouragé le Congolais à signer massivement la pétition pour la reconnaissance du génocide congolais lancée par un pasteur américain. Le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Lingué-Ngembo, a posé sa signature au protocole d'accord liant son entreprise aux télédistributeurs sur la perception de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles. Poursuivons cette édition. Chantal Kanimbo, ces grands noms de la presse qui nous a tous fascinés par sa présentation à la télé aussi, ses différentes prestations au CISAC lors d'une soirée de gala dénommée Trophée Ndona, femme de valeur. Elle a été primée Diane Balaka et Sandra Nyangui. Ndona, femme de valeur. Sur le tapis rouge, entre solennité et célébration, la soirée de gala de remise de Trophée Ndona, femme de valeur, a fait vibrer les cœurs. Lancé avec Fast, pour une première édition, cet événement prestigieux a réuni personnalités, leaders d'opinion et invités de marque dans la salle de spectacle du Showbuzz, aménagée pour la circonstance. Pour promouvoir le leader féminin 20 lauréates
ont été nominées Ndona Femmes de Valeur dans 20 catégories, allant de la politique à la philanthropie, passant par l'éducation et l'entrepreneuriat, ainsi que la mode et la jeunesse, faisant bon ménage avec la résilience et l'accompagnement sur base des critères exigeants, vision claire, capacité à fédérer et impact communautaire ainsi qu'engagement constant. Pour les organisateurs, ce trophée est une reconnaissance pour ces héroïnes du quotidien afin d'encourager et mettre en lumière leurs réalisations, a souligné Juline Tuelimanika. Le trophée Ndona, c'est d'abord un prix de reconnaissance aux femmes qui fédèrent les autres, aux femmes qui portent une cause noble pour le développement de la société. C'est-à-dire les femmes qui ont une vision, les femmes porteuses d'une vision, mais qui ont opté pour travailler en collaboration avec les autres pour faire le lobbying au plus haut niveau pour une cause qui intéresse plus le développement de la société. Dans la catégorie icône, Chantal Kanyembo a été plébiscitée pour avoir inspiré dans le journaliste toute une génération de jeunes dans ses corps de ses métiers. Son trophée Ndona Femme de Valeur, qui a été décerné des mains de la directrice générale de la RTNC Sylvie Elengue-Nimbo, qui s'est dit très honorée. En religion, c'est une figure emblématique de maman Annie Kondo, surnommée Bonne Maman, qui a été mise sur le feu des projecteurs pour son rôle spirituel et communautaire. Espérance Bello, récompensée pour le coaching entrepreneurial de femmes, et Nicole Soulou, distinguée pour son réseautage féminin. Ndona, femme de valeur. La RDC rend hommage au professeur émérite Malembe Tamandiak, figure maîtresse de sciences de l'information et de la communication à RDC. Ils pourront parler. Monsieur Jean-Marie Vianney Longonia nous a rejoint sur ces plateaux. Il est secrétaire général académique de l'UNICIC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Dites-nous, après l'UNICIN, la suite du programme des hommages. Alors, donc aujourd'hui, ça a été le tour de l'université de Kinshasa, qui est son université maîtresse, d'où il a été exfiltré, si l'on peut dire, pour venir créer l'Institut des sciences et techniques de l'information en 1973. Donc demain, c'est une journée à la fois grandiose et triste, puisque moi, comme d'ailleurs Chantal Kanyembo, comme le grand de plume de ce pays, les chevaliers de la plume ou du micro, nous avons été moulus, formatés par ces grands hommes qui est en fait, je dirais, le père fondateur de médias de ce pays. Et donc demain, l'UNICIC, ex-IFACIC, ISTI, ex-ISTI, rend hommage à son icône, à son patriarche. Et ce programme sera suivi de l'escale que nous allons faire à la RTNC, puisque notez bien que Paul Malembe Tamandiak a été le premier rédacteur en chef de la radio nationale congolaise. Ensuite, le samedi, il a plu au chef de l'État, non pas simplement de décorer, de permettre la décoration du professeur émérite Paul Malembe Tamandiak, mais de le lever au rang, n'est-ce pas, de l'ordre national des héros de ce pays. Et donc, nous allons tous nous rendre aussi le samedi au Palais du Peuple pour assister à ce grand événementiel qui sera présidé, bien entendu, par le protocole d'État. Voilà, si vous voulez bien, le programme tel qu'il est brossé pour rendre un dernier hommage à Paul Malembe Tamandiak, qui en ce moment-ci est bien entendu couché sur son dernier lit de repos. Fondateur de l'IFACIC, aujourd'hui l'UNICIC, vous l'avez personnellement côtoyé pour la génération nouvelle qui est retenir de son passage dans le secteur de médias. Ça sera aussi votre dernière question. Mais bien entendu, je suis de la 10e promotion. J'ai eu une rencontre spéciale avec le professeur Malembe Tamandiak en 1982, puisque déclamant un poème pour une religieuse qui était un petit peu ma marraine, le cardinal Maloula arrêtera ma déclamation pour dire « Paul, inscris-moi ce garçon à l'ISTI ». Je ne savais pas ce que c'était, puisque je voulais devenir prêtre, et j'étais étudiant en droit pour devenir comme le père Plevout. Et donc le lendemain, je me retrouve à l'ISTI, et à l'ISTI, quoique j'ai été recommandé par le cardinal, il m'a été imposé de passer par le concours. Et j'ai réussi ce concours, et avec Chantal Kanyembo, la promotion 10, nous voici devenus journalistes. Et avec le temps, je suis devenu professeur, et c'est vous dire que j'ai perdu pour moi un père, un mentor, et même un admirateur, puisque
le 19 juillet, lorsque est parti le professeur émérite. Et pour le secteur de la communication et de l'information? Oui, mais c'est une icône, puisqu'il est parmi les 3 premiers Africains à avoir décroché un diplôme en journalisme à l'École supérieure de journalisme de Lille. Et donc, après cela, internationaliste, il a fait des études de relations internationales à Louvain, et puis il est reparti en France pour faire un doctorat à Sorbonne, doctorat en sociologie, ce qui lui permettra de revenir ici comme professeur, et de professeur, il deviendra le fondateur, le créateur de l'ISTI. Donc c'est un homme scientifique total que nous allons donc demain honorer. Monsieur Jean-Marie Vianney-Longonia, je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général académique de l'UNISIC. Je vous remercie et j'invite tous à venir nous rejoindre demain sur les sites du sanctuaire de la communication qui est l'UNISIC. Journalistes, ministres, autorités, vous êtes vraiment le bienvenu puisque ce sera le dernier repos du grand soldat de la communication et des médias, Paul Malembe Tamadié. Le message est passé. Poursuivons cette édition avec la rentrée académique 2025-2026 à l'Université de Lubumbashi. Le candidat aux différentes filières ont passé leur test d'orientation. Venus des 4 coins de la RDC et même de l'étranger, les anciens et nouveaux diplômés d'État ayant sollicité leur inscription à l'Université de Lubumbashi pour l'année académique 2025-2026 ont présenté le test d'orientation le dimanche 5 octobre 2025. Pendant ces épreuves, le secrétaire général académique, le professeur ordinaire Jean-Marie Dikanga-Kazadi, a sillonné les 3 sites pour leur souhaiter la bienvenue à l'UNILU. Je suis venu au nom de monsieur le recteur de l'UNILU, vous souhaitez d'abord la bienvenue parce que vous avez souhaité nous rejoindre, mais également vous souhaitez bonne chance. Nous allons vous aider à atteindre vos objectifs d'apprentissage et de compétences. Répartis sur 3 grands sites en fonction des facultés sollicitées, les candidats ont affronté les épreuves issues du programme du secondaire, à savoir les mathématiques, le français, l'anglais, la chimie, la biologie et l'informatique. Conformément aux textes légaux, ce test permettra d'orienter chaque futur étudiant selon ses compétences, mais surtout d'ouvrir une porte vers l'avenir pour ces jeunes en quête de savoir. Aujourd'hui, je suis venue pour passer le test d'admission. Personnellement, j'ai trouvé ça bien. Le test était facile, ça s'est bien passé. L'organisation était bonne. Je viens de la province du Kasaï, précisément dans la ville de Tshikapa. J'ai préféré cette grande université de Lubumbashi. C'est une université qui a déjà formé plusieurs cadres de ce pays. C'est pourquoi j'ai préféré cette grande université. Tout à fait autre chose. Le ministère des Affaires foncières et la Direction générale de recettes administratives et domaniales concertent pour conjuguer leurs efforts afin de maximiser le recette. L'inspecteur général de finances et la ministre Onej Nsele ont défini ce cadre de concertation. Tete Bongunja. Depuis sa prise de fonction, la ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, montre sa détermination à renforcer l'efficacité du ministère des Affaires foncières, enfin, de maximiser les recettes de l'État. Avec le directeur général de la DGRAD, Étienne Ouchoudi, il a été question de définir une stratégie commune visant à accroître les recettes non fiscales du secteur foncier. Nous avons profité de cette occasion pour présenter à son Excellence un certain nombre de problèmes auxquels l'administration des affaires foncières, tout comme la DGRAD, font face. Toujours dans l'optique de maximiser les recettes domaniales et valoriser les secteurs fonciers comme levier de développement national, la ministre Onej Nsele a eu un entretien avec l'inspecteur général de finances, Christophe Bitassimwa. Les échanges ont tourné autour de la définition d'un cadre de concertation bilatérale ainsi que le suivi des recommandations issues de la dernière mission d'audit. Nous avons échangé justement sur ça pour voir comment nous pouvons collaborer de manière à maximiser beaucoup plus de recettes dans cette administration qui est parmi les grands gisements des recettes administratives domaniales de l'État.
Sous le leadership de la ministre Onej Ntsele, le ministère des Affaires foncières s'emploie à renforcer ses performances afin de contribuer de manière de plus en plus significative au budget de l'État et au développement économique du pays. Des brevets ont été remis aux membres de l'Agence congolaise de grands travaux après leur formation sur les procédures de passation de marchés publics organisées par l'autorité de régulation de marchés publics Rikinzuzi. C'est sur les sites Tembena Tembe à Lingwala que s'est tenue la cérémonie de clôture d'une importante formation dédiée aux membres de la cellule de gestion des projets et marchés publics, la CGMP, de l'Agence congolaise des grands travaux à CGT. Cette formation, initiée par l'autorité de régulation de marchés publics, RMP, portait sur les procédures nationales de passation des marchés publics en RDC, conformément à la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 qui encadre ce secteur. Les marchés publics représentent plus de 60% des dépenses d'investissement. Les compétences acquises lors de cette formation contribueront à améliorer la performance de l'ACGT, à accroître son efficacité et à renforcer la confiance des citoyens et de l'État dans sa gestion. Sur ce, je déclare close la session de formation sur les procédures nationales de passation de marchés publics destinée aux cadres et agents de l'ACGT. Le directeur général de l'ARMP, Maître Claude Kayembe-Mbaye, était représenté à cette cérémonie par le directeur général adjoint Jimmy Ngalo, qui a procédé à la remise officielle des brevets qui portent la signature de Claude Kayembe-Mbaye. Les bénéficiaires ont salué cette initiative qui vient consolider leur maîtrise des procédures nationales et contribuer à une meilleure exécution des projets d'infrastructure sur l'ensemble du pays. Démarrage de la réunion du comité technique conjoint de suivi de la mise en œuvre de l'accord commercial RDC-Burundi. Les experts de ces deux pays se sont réunis pour faire une évaluation objective et dégager une vision claire, et ce avec l'appui du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs africains, donnant le go des travaux du comité technique conjoint de suivi de mise en œuvre de cet accord commercial bilatéral qui met l'accent sur la promotion de petits commerçants transfrontaliers. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a encouragé les experts de prendre des décisions importantes qui vont contribuer à accélérer la mise en œuvre de cet accord commercial qui témoigne de l'engagement ferme entre le président Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye pour renforcer la coopération entre la RDC et le Burundi, mais aussi l'intégration régionale. Je suis venu ici pour témoigner de cet engagement des chefs d'État et au niveau ministériel, témoigner l'engagement soutenu pour encourager les experts à évaluer l'accord qui a été signé et à voir exactement qu'est-ce qui cloche encore pour qu'on passe à la mise en œuvre effective de ces dispositions qui ont été arrêtées par nos États. De son côté, la partie burundaise a salué le lancement le 30 octobre dernier à Kavivira Gatumba du régime commercial simplifié qui accorde aujourd'hui plusieurs facilités aux petits commerçants transfrontaliers et aux populations vivant le long de frontières. L'objectif de développement de ce projet est de faciliter l'échange et améliorer la commercialisation des chaînes de valeur sélectionnées, ciblant principalement les petits commerçants dans la région frontalière de nos deux pays. Ces travaux prennent fin ce week-end à Kinshasa. La province minière du Lualaba a un pôle économique puissant qui a besoin de plus d'énergie électrique pour atteindre ses buts. Un partenariat a été scellé entre la Société nationale de l'électricité et Metacol. Yvette Mankoutzima. Située dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, la province du Lualaba serait-elle au-dessus de la chaîne énergétique du pays en termes de consommation? Elle dispose d'un parc hydroélectrique d'une capacité de 600 MW et produit environ 3 millions de mégawattheures par an. Elle constitue le deuxième plus grand pôle industriel du secteur énergétique congolais. Dans ce contexte, la Société nationale d'électricité SNEL SA réaffirme sa volonté d'investir durablement dans cette province stratégique. À Kolwezi, capitale provinciale en pleine expansion, grâce au dynamisme de l'industrie minière,
la SNEL devient un acteur clé du développement local et un partenaire stratégique dans la transition énergétique. Le partenariat public-privé entre la SNEL SA et ERG Africa, notamment à travers sa filiale Metalcol, illustre parfaitement cette ambition, aujourd'hui traduite en actes par la mise en service du premier circuit de la ligne haute tension 120 kV reliant la centrale hydroélectrique d'Ntseke au répartiteur ouest à Kolwezi. Ceci témoigne de cet accompagnement à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de dire que l'accès à l'électricité est au cœur des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, ainsi que ceux du développement, dont sans énergie, cela ne peut être possible. Avec cette ligne, ce sont désormais 60 MW supplémentaires qui transitent en plus des 200 MW déjà disponibles, offrant un meilleur approvisionnement énergétique aux industries et habitants de Kolwezi. Au-delà de la RDC, à la cérémonie d'ouverture du Global Gateway Forum 2025, le chef de l'État Félix Tshisekedi a attiré l'attention de la communauté internationale sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Gulin Kabalunji. Au Square Bruxelles Convention Center ce jeudi matin, tout a commencé par une photo de famille. Des chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'institutions financières multilatérales et des dirigeants du secteur privé ont participé à Bruxelles à l'ouverture de la 2e édition du Forum annuel global Gateway Forum. À la tribune, des discours liminaires ont ponctué ces assises de 2 jours qui visent à promouvoir des connexions intelligentes, propres et sécurisées dans divers domaines. Cependant, aucun développement ne peut s'enraciner sans stabilité, a soutenu le président de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'heure de sa prise de parole, appelait son homologue rwandais à avoir le courage de travailler avec lui pour faire la paix de Brave et cesser les violences dans l'est de la RDC. Je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Le premier citoyen du pays a par la suite souligné que la paix ne pourrait être envisagée qu'à condition que son homologue rwandais donne l'ordre aux troupes du M23 de cesser les hostilités. Cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Du haut de la tribune de ce forum diplomatique, le chef de l'État a fait remarquer qu'il avait prévu de plaider pour des sanctions contre le Rwanda. Je préfère les suspendre pour le moment, a-t-il indiqué, en attendant d'avoir la réponse de son homologue rwandais. Ce Global Gateway Forum 2025, il faut le préciser, vise à approfondir le dialogue sur la manière de renforcer le partenariat stratégique grâce à la connectivité en répondant aux défis géopolitiques et géoéconomiques. L'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en chilou, en kikongo sur la RTNC et la RTNC.cd. C'était un plaisir de vous tenir compagnie à toutes et à tous. Bonne soirée.